Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'analyse de Cédric Doumbé. Je lance le générique et c'est parti. Yeah. Let's go. I go the hardest. I bring the pain. Go hard. Paris sur les meilleures cotes avec une bête. Cédric Doumbé, donc un athlète exceptionnel, un athlète exceptionnel, très très grand striker, un des plus grands strikers en tout cas qu'on ait pu voir. Moi j'ai eu la chance de le voir combattre devant moi, il est impressionnant. Alors je l'ai vu en MMA mais je l'ai aussi vu en kickboxing et il est vraiment impressionnant par sa puissance, par cette capacité qu'il a, du coup aussi à la réitérer. Lui c'est plutôt en striking mais il arrive même à être puissant même quand les rounds vont défiler et ça c'est assez impressionnant. Il a un gros crochet du gauche, un très 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 lourd cross du droit et on voit que son physique, sa morpho-anatomie en grande partie est peut-être responsable de ça. Alors responsable en partie, je dis bien, parce qu'on ne peut pas s'appuyer que sur la morpho-anatomie pour parler de performance sportive. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, que ce soit le système nerveux central ou périphérique. Mais en tout cas, voilà. Cédric Doumbé, là on le voit surtout sur cette photo, c'est un super athlète. C'est un super athlète. On va commencer déjà à parler un peu de son approche avec Cécile, du coup, sa nutritionniste du cutting. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est assez lourd hors combat. Il est à, je crois, quand il a commencé son cas d'entraînement, il est à 93 kg. On ne dirait pas quand on le croise qu'il est sujet à prendre du poids quand on le croise en fight week, mais oui, effectivement, voilà, il a de la facilité à prendre du poids. Et son cutting, lui, c'est pas, sa perte de poids, pardon. On va plus parler de perte de poids que de son cutting à proprement parler. C'est vraiment sur le long terme, c'est-à-dire qu'il arrive très léger à la fight week. Et après, derrière, il a très peu de poids à perdre du coup, pour le jour de la pesée. Et du coup, il en reprend un petit peu moins. Mais après, c'est des différences de philosophie. Et quand tu es un striker, ça pose moins de problèmes. On le voit par exemple avec Israël Adesanya. C'est surtout les lutteurs qui aiment avoir un avantage assez significatif sur les phases de préhension avec un poids supérieur à ceux de ses adversaires. On voit donc le profil anatomique de Cyril est très intéressant. Il a une belle largeur de clavicule. Donc je vous ai fait du coup une barre droite pour essayer de vous l'expliquer. Et on voit qu'il a un petit déséquilibre, mais attention, c'est pas parce que tu as un petit déséquilibre. Donc il a l'épaule droite, en l'occurrence, qui est un peu plus basse. Et du coup, ça crée un angle. Et on voit qu'il a quand même un léger retard en fait, au niveau du trapèze droit. Et alors je sais pas si c'est peut-être, je sais pas, le nerf scapulaire ou quoi qui a été lésé. Ça arrive régulièrement sur des mouvements ou sur la répétition des coups. Des fois que certaines voies nerveuses soient endommagées. Donc en tout cas, voilà, il a du coup, il penche un petit peu d'un côté, mais avant, je vous aurais dit que ça peut porter préjudice, mais au final, maintenant, je m'aperçois de plus en plus que les gens arrivent à trouver un équilibre dans leur déséquilibre. Donc vous voyez, souvent, on va changer d'avis tout au long de son parcours d'enseignant, et là, aujourd'hui, je trouve que c'est moins problématique que ce que j'aurais pu croire il y a quelques années. Il a un numérus long, et ça lui donne un avantage aussi, une allonge assez importante. Il fait 1m77, il fait 185 cm d'allonge. Alors, à première vue, quand je l'ai vu, je pensais qu'il avait plus d'allonge que ça. Je pensais que c'était plutôt 190 cm. Maintenant, visiblement, c'est ça. Il n'a pas un radius qui est long, donc l'avant-bras. Mais voilà, il a un numérus assez long, une belle largeur de clavicule. Donc, automatiquement, ça lui donne cette envergure, en fait, quand tu le rencontres. Il a un corps, vous le savez, large à chaque fois. Ça fait dans les analyses physiques, j'en parle souvent. C'est souvent récurrent chez les athlètes qui ont fait des sports de préhension, mais on peut le retrouver aussi dans les athlètes qui ont fait des sports de percussion. Parce que je rappelle, en fonction du contexte dans lequel vous allez évoluer, dans votre jeunesse, dans la pratique sportive que vous allez du coup pratiquer, ça va accentuer plus ou moins des points forts, que ce soit aussi bien musculaires. Et moi, je reste persuadé, même en termes de... Ça peut avoir une incidence même sur votre, on va dire, spécificité anatomique. Donc, du coup, voilà, Cédric, c'est un combattant très explosif. Y a beaucoup de gens qui me disaient, oui, mais dans les vidéos, quand on le voit taper au sac et tout, c'est pas le plus rapide, etc. Ouais, mais lui, il est surtout rapide en sparring. Au sac, souvent, ce que vous allez voir, c'est un type de travail. On y reviendra d'ailleurs sur ses entraînements. Mais c'est un type de travail dont c'est difficile de savoir exactement ce qui est recherché par lui, l'entraîneur ou le préparateur physique. Donc, pour après, derrière,
dire il est rapide ou pas rapide. Non, moi je pense surtout qu'il a un bon timing. C'est peut-être pas le mec qui a la plus grosse vélocité, hein, le mec qui va être le plus explosif sur un coup, mais par contre il a un bon timing, il est très précis et il frappe extrêmement fort. Donc voilà, Cédric c'est un athlète, c'est un athlète vraiment, pour moi, il a vraiment le profil de ses atouts. Mais en général, comme je vous dis souvent, ça arrive régulièrement, hein, c'est pas la seule personne qui est dans ce cas-là. Là, on voit un peu du coup le bas du corps. Alors, il y a des choses intéressantes. Là, j'ai voulu vous illustrer vraiment l'envergure. Là, tu vois vraiment l'allonge qu'il peut avoir sur son bras avant, hein, ou même sur son bras arrière. Je vous illustrer encore l'humérus. On le voit, hein, qu'il est très très long. Hein. Il n'a pas un avant-bras court. Hein, il n'a pas un avant-bras court. Mais par contre, l'humérus, je trouve que c'est plus marquant. Alors, il faudrait peut-être l'analyser. Et que si je l'aurais eu en vrai, j'aurais pu le prendre en photo et après, avec mes outils, encore mieux analyser. Mais en tout cas, de ce qu'il laisse paraître... c'est ce qu'on observe. Ensuite, je vous ai entouré aussi les muscles des quadriceps, parce que je trouve qu'il a des cuisses énormes, Cédric. Et il a des mollets alors, relativement courts, mais qui sont quand même vachement développés. Il a une bonne ossature au niveau des membres inférieurs. Mais moi, ce qui me bluffe le plus, c'est vraiment, ses cuisses. Et d'ailleurs, j'avais pris une note que je trouvais intéressante. Parce que tous les témoignages vont dans le sens qu'il est très lourd quand il sprawl. Donc quand il sprawl, je rappelle, c'est quand vous écrasez votre adversaire. Et il a aussi, avant que j'oublie, une antéversion du bassin. Alors il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que ça donne un avantage significatif d'avoir une antéversion du bassin? Alors il n'y a pas de... On sait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui analysent si ça peut provoquer une traumatologie supérieure ou pas. Mais de savoir réellement si ça peut avoir un avantage, certainement. Mais après, de là à dire que c'est acté... C'est assez compliqué. En tout cas, en général, ces personnes-là, ils ont quand même, je trouve, une vélocité un peu supérieure. Mais vous pourrez toujours trouver plus ou moins le contraire. Donc voilà, il a ce physique particulier. Il n'a pas les jambes, il n'a pas que ce soit le fémur ou le tibia qui est long. C'est assez neutre, le torse pareil. Donc souvent, on parle toujours de rectiligne, de longiligne, etc. Mais Cédric, il y a quand même des hybrides. Hein. Tu as des personnes qui vont avoir des longs membres tout en étant rectilignes et ainsi de suite. Hein. Et donc souvent, ils ont des particularités. Et lui, en l'occurrence, il en a. Et je pense aussi que non seulement il a un système nerveux qui est optimal, du coup, pour les sports de percussion, mais en plus de ça, il a une anatomie qui lui est favorable. Donc les deux, quand tu les mélanges, automatiquement, ça donne de la dynamite. Parce que pour le coup, ça dit que c'est bien cette capacité qu'il a, c'est de te mettre KO. Et un autre truc aussi que je trouve très intéressant, c'est que, il peut mettre KO, on va voir sa prépa physique, il peut te mettre KO tout au long du combat. Donc, je vous ai pris vraiment ce que j'ai vu, les dernières prépas physiques que j'ai pu constater sur sa chaîne. Donc, il se fait préparer par Valentino, que j'ai contacté avant de faire cette vidéo, mais après, du coup, j'ai dit de ne pas m'envoyer des infos parce que voilà, ça doit quand même rester des secrets pour moi, surtout avant le combat. C'est important. Donc Valentino, quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a compris la discipline, qui a compris la logique aussi, des patterns à travailler. Et on peut voir que là, Cédric, en l'occurrence, travailler au début sur un travail plus ou moins d'assistance. Alors on n'a pas le contenu de séance, mais on voit en tout cas par rapport au tempo qui est réalisé, par rapport à l'intensité de la séance et le témoignage, du coup dans cette vidéo, on voit qu'en fait il va faire un travail de préparation à la préparation. C'est-à-dire que souvent, vous faites ce que j'appelle moi un pré-camp, c'est-à-dire qu'il va y avoir un pré-camp qui va vous préparer à supporter du coup la charge d'entraînement pendant ce même camp. Voilà, parce que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent du tout au rien. Mais bon, elles s'entraîner de temps en temps et d'un coup, ils attaquent le camp d'entraînement et ils pètent. Là, non, là où c'est intéressant, c'est quand tu vas faire ce travail, on va dire, prophylactique, qui va permettre à ton athlète, du coup, de supporter une charge d'entraînement un peu plus, on va dire, en termes d'intensité, plus intense, et en plus de ça, en termes de volume, encore plus importante. Et du coup, quand tu assembles les deux, ça fait une charge d'entraînement qui est totalement différente de celle que tu fais hors camp d'entraînement. Et on va dire que le travail en amont te prépare du coup à la supporter et te permet aussi d'éviter les blessures. Après, dans une autre vidéo, donc là, il se rapproche d'un combat. On le voit travailler en haute intensité, donc ça arrive régulièrement. Hein. Ça arrive régulièrement. Et là, on s'aperçoit qu'il travaille sur la SoBike. Moi, j'aime beaucoup la SoBike. On le voit, il travaille aussi sur des TRX, au sac. Hein. Donc, on voit son préparateur qui le tient avec des élastiques. Il y met une contrainte supplémentaire. Alors, comme je dis, je n'ai pas les intervalles, mais on voit que ça a l'air d'être un circuit. Après, souvent, qui va être en adéquation avec l'effort qui peut être retrouvé du coup lors des échéances.
Et c'est intéressant parce que ça montre parce qu'il faut que ça soit ludique aussi, un circuit. Il ne faut pas faire que pour faire, hein. Il faut aussi faire non seulement pour trouver une utilité, mais en plus de ça, pour quand même ton athlète, il ne se lasse pas. Parce qu'au final, créer un peu de ludique et créer des contraintes dans lesquelles on n'est pas habitué à évoluer, ça peut être profitable selon moi. Comme je dis toujours, c'est l'adhésion le plus important, en tout cas dans la préparation physique. Donc voilà, donc Cédric, vraiment, quand tu vois qu'il a les qualités de ses points forts, comme beaucoup d'athlètes de très haut niveau. Je rappelle, c'était une légende du kickboxing. Et moi, ce qui me surprend le plus, comme je vous dis, c'est qu'il a aussi cette capacité à taper fort tout au long du combat. On m'a donné quelques infos du coup de sa charge d'entraînement, parce qu'apparemment il s'entraîne 1 à 2 fois par jour, un peu comme tous les athlètes. Voilà, il s'entraîne chez Mehdi Othman en grappling. Il s'entraîne avec Boris John Stomp à la Hatch Academy, du coup pour le côté MMA. Et après, derrière, il s'entraîne visiblement dans ce club aussi pour tout ce qui est travail de prépa physique ou travail dissocié, donc travailler sa boxe, etc. Et donc, tu vois, vraiment, c'est quelqu'un qui, oui, il parle beaucoup, mais à côté de ça, il essaie de se donner les moyens de ses ambitions. Et je pense que c'est aussi une source de motivation. On a fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne, sur l'aspect mental qu'il peut avoir, Cédric Doumbé. Donc, après, pour ce qui est de son physique, on le voit, hein, il a vraiment quand même le physique des boxeurs, une ceinture scapulaire extrêmement développée, hein, on le voit en général, les boxeurs ils ont des gros triceps, des épaules qui sont surdéveloppées. Bon, en général, la partie postérieure malheureusement est délaissée. Pourquoi ? Parce que c'est un pattern toujours push, hein, on reproduit quasiment toujours le même pattern, et surtout Cédric, lui, on le voit, tu vois, mais en tout cas, il est quand même vraiment, quand il est arrivé en tout cas contre Jordan, il était quand même propre, il était réactif, parce que vous savez, comme je dis, il y a 2 courants de pensée dans le cutting. Il y a celui qui peut s'approcher, on va dire, des personnes qui veulent garder leur vélocité, leur réactivité, leur rapidité, et d'autres qui vont mettre l'accent du coup sur le rebond, hein, sur un rebond qui va être glucidique, mais pas que, hein, parce que c'est aussi un rebond hydrique principalement. Et après derrière, pour essayer dans les phases de préhension, essayer du coup de capitaliser, et parce qu'en fait il faut savoir que quand tu es plus lourd, mais non seulement ça t'amène un avantage significatif en termes de force et d'échange, hein, d'accord, pendant les phases de corps à corps, mais en plus de ça, ça t'amène une certaine économie. C'est-à-dire que quand tu vas stabiliser un adversaire au sol, tu vas utiliser moins d'énergie. Pourquoi ? Parce que tu es plus lourd, et de savoir rien que répartir ton poids, ça peut te donner un avantage assez significatif. Donc voilà, Cédric, comme je dis, c'est un athlète qui est surprenant. J'ai eu pas mal de questions à son sujet. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ils ont le sentiment qu'ils se blessent souvent. Alors, en fait, souvent, il faut savoir quelque chose, c'est que les personnes qui frappent très fort comme Cédric, hein, alors on va penser à d'autres grands combattants, Fedor était connu pour ça également, c'est des personnes qui se blessent effectivement souvent au poignet, aux mains. Hein, ça, c'est malheureusement, on va dire, tous les combattants, tous les frappeurs, tous les punchers, en tout cas, ils ont cette particularité souvent de se blesser les mains. Et ça n'arrange pas le fait que ça soit avec des mitaines de 4, faut pas se leurrer, quand tu frappes, il suffit que juste tu touches le front un peu. On a fait une vidéo d'ailleurs avec Frédéric Dussert, le chirurgien orthopédiste. Vous pourrez aller la voir, je vous le mettrai certainement à la fin de la vidéo. Et vous voyez, il explique très bien que ça ne pardonne pas, hein, malheureusement. Donc après, derrière, pour revenir, c'est assez compliqué. Et du coup, c'est vrai que quand tu frappes fort, automatiquement, tu génères, on le voit avec Conor, hein, tu génères de la force, et on a le sentiment, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est revenu beaucoup, qu'il n'a pas un cardio exceptionnel. Et en fait, il faut savoir qu'il doit générer tellement de puissance à l'instant T que c'est difficile, en fait, derrière, de reproduire cet effort tout au long du combat. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il est, on va dire, au deuxième round, il peut commencer à accuser le coup, qu'il ne peut pas vous éteindre au deuxième round. Ça n'a strictement rien à voir. Hein, ce n'est pas le moment de force qu'il est capable de générer qu'on va remettre en question. Hein. On va dire c'est plus sa capacité, son endurance fondamentale en tout cas, qui peut être remise en question, mais c'est souvent la problématique que toutes les personnes et tous les frappeurs ont. Hein. À part, on va dire, des fois dans des sports très unidimensionnels, comme la boxe anglaise, ou un Canelo qui frappe très fort, mais Canelo, il fait que les points. Vous voyez ? En pied-point, un mec qui n'avait pas non plus un cardio exceptionnel, c'était Bader Hari, par exemple. Vous voyez ? Bader Hari,
Voilà, mais parce qu'il générait tellement de puissance et il avait tellement de mauvaises intentions qu'automatiquement il perdait. En fait, on va dire cette endurance fondamentale. Ben lui, Cédric, je pense que c'est surtout ça. C'est surtout dû au fait que il veut tellement t'éteindre, il met tellement d'engagement sur chaque coup qu'il dépense plus d'énergie que normal. Maintenant, on n'a pas assez d'infos pour savoir réellement s'il manque de cardio ou pas, mais c'est vrai que son profil, en tout cas, n'est pas spécifique pour avoir un cardio illimité. C'est pas un El Diaz, hein, vous vous doutez bien, il n'a pas du tout la même morpho-anatomie et les mêmes qualités physiologiques. Ouais, il y a des gens qui vont avoir un gros volume, mais en général, comme Max Holloway, c'est pas des gros punchers. Et après, tu as des personnes comme Cédric, Connor ou Chandler qui peuvent, eux, exploser à tout moment, vous toucher, vous éteindre, mais malheureusement, ils le payent par leurs conditions à un moment donné. Alors, comme je vous dis, Chandler, c'est un bel exemple, il peut vous éteindre même au troisième round. Hein. C'est pas un problème. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, on voit qu'il accuse le coup physiquement. C'est logique. Maintenant, on peut pallier à ça avec une grosse charge d'entraînement. On peut essayer de limiter et surtout, il a aussi quelque chose de très important, Cédric, c'est que, hormis le fait qu'il a ses qualités physiques, il a aussi cette qualité psychologique de supporter la pression et d'avoir de l'expérience du très haut niveau. Donc souvent, on le voit, il a une très bonne gestion de son effort. Et puis combattre avec les mains relativement basses, ça consomme moins d'énergie. Hein, il se base beaucoup sur le timing, sur le coup d'œil. Donc, vraiment, tu le vois, il a une économie d'énergie. Pareil, quand il était en kickboxing, alors des fois, il allait à la guerre, hein, vraiment, il a fait des combats incroyables, mais il était très fort en déplacement. Il a toujours eu ce coup d'œil. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais parce qu'il a l'œil directeur et tout. Ça, c'est assez compliqué à dire, malheureusement, aujourd'hui. C'est difficile sur les données actuelles de savoir réellement si c'est ça qui va être déterminant à 100%, mais c'est une piste de réflexion, du coup aussi à exploiter. Effectivement, qui doit avoir un rapport œil-main, Cédric, assez exceptionnel. Et après, il a une lecture. Hein, je vous parle toujours d'anticipation. C'est Berthoz, le neuroscientifique, qui disait qu'on parle toujours d'anticipation dans le sport de haut niveau, en réalité. C'est pas le coup que tu vois arriver. Toi, tu penses que ton cerveau traite l'information et que tu vas esquiver, non. C'est que tu anticipes à un moment donné une action. Et c'est là où il est très très fort. Pourquoi ? Ça, c'est dû à la pratique, au phénomène qu'il a fait des compétitions toute sa carrière. Voilà, il a fait des grandes échéances et il a affronté des mecs qui étaient très rapides. Il a eu tous les profils. Hein. Des mecs endurants, des mecs qui rentrent, des mecs qui n'avaient pas peur de son punch. On pense à Congolo, par exemple, avec qui il avait fait une grosse guerre. Donc voilà, il est, comme je vous dis, il a les qualités de ses points forts et en plus, derrière, les étoiles sont alignées parce qu'il a aussi ce facteur psychologique où il a conscience de ses forces. Et surtout, il s'en auto-persuade aussi. En faisant les vidéos comme il fait et tout, il s'auto-persuade de tout ça. Donc vraiment, quand tu le vois aussi, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disent qu'ils le trouvent voûté à Cédric. Ils le trouvent voûté, mais ça, c'est souvent, on le remarque effectivement chez les boxeurs. Vous avez l'impression qu'ils ont les épaules enroulées devant. Et lui, en plus, il a une posture particulière parce que, alors, même en kick, je suis allé voir, il avait les mains beaucoup plus hautes, mais des fois, il était un peu enroué vers l'avant, effectivement, mais ça lui permet peut-être d'avoir une meilleure lecture et surtout, pour le MMA, ça lui permet de rentrer le underhook à tout moment si la personne attaque, par exemple, en ligne basse, sur une double leg, ou derrière, comme je vous dis, il a tellement des longs bras que ça lui donne aussi un avantage significatif pour prendre le underhook et du coup se relever. Mais voilà, donc oui, il paraît, parce que non seulement sa posture, alors je parle de posture consciente, je ne parle pas de posture, parce qu'après, de souvenirs, je ne me rappelle pas quand je l'ai vu, s'il était voûté ou pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, effectivement, sa posture, il est bas sur ses appuis, mais ça, c'est par rapport à son profil. Il n'a pas exactement la même posture qu'il pouvait retrouver en kickboxing. Hein. Il y a eu des moments dans ses combats où il adopte cette posture un peu, hein, en moins basse quand même, effectivement, parce qu'il n'y a pas la parano de la lutte, mais par contre, quand il est en MMA, tu le vois, oui, effectivement, il est enroulé. Et voilà, il est prêt à directement sprawler, tu vois. D'ailleurs, il surréagit énormément, Cédric, à tous les appels, etc. Il surréagit. Mais ça aussi, c'est le profil vraiment des combattants qui sont très explosifs. Et du coup, d'avoir ces longs segments, qu'on pourrait faire un peu le parallèle avec lui, même si c'est pas exactement le même physique, c'est un Francis Ngannou, où on a le sentiment que c'est comme des élastiques quand il frappe, où il génère tellement de vitesse et en fait, il a tellement de longs segments que quand il touche en bout de course, à ce moment-là, vous êtes connecté. Et Cédric, il a cette particularité avec ce cross
qui passe et on le voit, on a l'impression que c'est comme une fronde en fait qui passe réellement. Donc ça aussi, il a non seulement un système nerveux à mon avis qui est optimal et en plus de ça, il a ces qualités anatomiques qui lui permettent de transférer ce qu'il arrive à contracter du coup à l'instant T. Et ça c'est assez rare, hein, c'est assez rare. Hein. C'est pour ça que je dis toujours le punch, tu peux le travailler, mais ça ne fera pas de toi un puncher. Voilà, tu peux le juste optimiser par rapport à tes qualités propres. Et lui, je pense que c'est ce qu'il fait avec son préparateur. Il doit optimiser ses points forts et essayer de pallier ses points faibles. Parce que souvent, essayer d'optimiser ses points faibles, c'est un peu compliqué. Surtout quand tu commences à avoir un âge avancé. Il n'est pas vieux en soi, mais il a quand même beaucoup de combats. Il a dû avoir des blessures assez récurrentes tout au long de sa carrière. Parce que quand tu es athlète de haut niveau, malheureusement, tu es blessé. Tu traînes des blessures et tu combats avec des blessures. D'ailleurs, je crois que quand il a combattu Jordan Zebo, il me semble que son manager m'avait dit qu'il était blessé. Enfin, il avait un petit pépin. Mais ça arrive à tous les athlètes. Hein. Tous les athlètes, en général, ont des problèmes, que ce soit sur le plan psychologique ou physique. Tu peux avoir des problèmes dans ta vie, comme tu peux avoir des problèmes. Et ça, en général, c'est intimement lié. Quand tu as des problèmes psychologiques, ça joue infiniment sur tes qualités physiques. Ça, c'est clair, net et précis. Donc voilà. Et je vous dis, moi, quand je l'ai vu, ce qui m'avait vraiment surprise, je l'avais trouvé assez fin, mais je l'avais trouvé quand même assez large. Et je le pensais plus petit aussi. Donc quand je l'ai vu, je l'ai trouvé grand également. Donc grand, mais avec une bonne ossature. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui a une ossature. Vous savez, il y a des gens, on me dit, moi j'aime pas ce terme, mais pour vulgariser, les os fins. Lui, tu vois quand même qu'il a une ossature. Non, il doit avoir de la force. Il doit avoir de la force et les témoignages vont dans ce sens. Apparemment que même dans les sports de préhension, il est quand même solide sur ses appuis et il est félin. Il est félin parce que je pense, comme je vous dis, que souvent quand tu as une anticipation, quand tu as une lecture dans la boxe, après tu arrives à la transférer en général. Alors tu n'as pas le même talent, il ne faut pas se leurrer. Tu n'as pas le même talent, mais tu as quand même une lecture qui peut être confortable même pour la lutte. Pourquoi ? Parce que tu as toujours géré la distance. C'est pour ça que tu as des karatékas, par exemple Whittaker ou Georges Saint-Pierre. Par exemple, Whittaker, il a toujours eu un profil karatéka qui a un super timing quand il rentre en double leg. Mais pourquoi ? Parce que la logique, on va dire, de leur discipline, c'est vraiment le timing, entrer, sortir. Donc ils ont cette lecture du jeu qui est vachement intéressante. Et si en plus de ça, tu as les qualités athlétiques, comme Georges Saint-Pierre de pouvoir partir à 2000, ou comme Cédric de se proler rapidement, tu deviens un athlète assez compliqué à gérer. Maintenant, l'interrogation, c'est de savoir, est-ce qu'après une phase de sol, on a eu un petit aperçu avec Klimas, est-ce qu'il est capable d'avoir la foudre encore ? Alors moi, je pense que oui, on l'a vu, Klimas, il le touche, mais c'est sûr qu'effectivement, quand tu alternes la lutte et la boxe, automatiquement, tu perds en puissance, tu perds en efficacité, et ça, c'est logique, c'est logique, parce que ça te coûte, mais ça n'a pas empêché des combattants de connecter leur adversaire au dernier round. Par exemple, on peut penser à Léon Edwards avec Kamaru Usman ou Pereira avec Adesanya, où il y avait eu des phases de lutte. Donc c'est possible. C'est possible, et c'est des personnes qui ont un peu un profil vraiment, voilà, un peu les qualités, un peu à la Cédric, donc explosif, qui tape fort. Donc c'est des éléments, Léon Edwards surtout sur les jambes. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération et qui ressort du coup de cette analyse, c'est que Cédric, en kickboxing en tout cas, il avait cette capacité, malgré la fatigue qui avançait pendant les rounds, à vous connecter à n'importe quel moment. Et ce qui est, moi, qui me bluffait assez, c'est que des fois, il mettait je ne sais pas combien de crochets larges d'affilée, et des fois, c'était le dernier qui touchait seulement, et il arrivait à connecter les adversaires. Ça aussi, c'est rare. En général, tu as mis 3-4 crochets, les premiers ne sont pas passés, le dernier, c'est pas celui-là, c'est pas le plus puissant. Et lui, tu vois qu'il donne le coup, il donne vraiment quasiment tout sur chaque coup. Donc il se livre, effectivement, mais comme je vous dis, c'est cette particularité qu'il a, on le voit, avec sa morpho-anatomie, ça lui donne un avantage significatif, je pense, sur ses adversaires. D'ailleurs, on le voit contre Jordan, au moment où il a le 1-2, il y a beaucoup de gens qui auraient été courts. Déjà. Et surtout, autre chose aussi également, c'est que un autre élément que j'allais oublier de parler, c'est que je pense que Cédric, enfin, je pense pas, j'en suis sûr, il a un menton extrêmement solide aussi, également. Extrêmement solide. On le voit en kick, il a pris des sacrés coups. Je crois qu'il avait pris un crochet du gauche par Nicky Hosken, il avait pas trop bougé, quoi. Donc là, pareil, il est revenu au moment donné, il y a une vidéo qui tourne où il prend un coup de genou, il tombe.
Et puis il se relève, il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient remontés, je pense. Donc attention, il a déjà pris des coups violents. Même un coup, une fois, je crois, c'est derrière la tête où il est tourné, donc il ne va même pas arriver, il ne tombe pas. Donc voilà, c'est quelqu'un qui encaisse des coups et qui est capable de les remiser. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, l'interrogation, c'est après des phases de sol, après des phases de lutte, après des phases d'explosion, comment tu réagis. Et ça, malheureusement, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne le sais pas. Alors eux, ils ont dû le vivre, et on le voit avec Valentino, c'est ce qui prépare, à mon avis, c'est de passer d'une action et d'une discipline à l'autre, d'un régime de contraction à un autre régime, et après, c'est d'y répondre et de voir à quel moment, peut-être, une problématique peut être visualisée et essayer d'y remédier. Voilà les amis, j'ai pris beaucoup de plaisir à analyser cet athlète. J'espère que de ces quatre, je ferai une vidéo aussi avec son préparateur. Je m'entends bien avec lui. Donc voilà, après le combat, je pense qu'on fera ça. On se retrouve bientôt, on fera une autre analyse physique d'un des combattants. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voulez. Moi, je pensais à Benoît Saint-Denis, ça pourrait être cool. Et les amis, moi en tout cas, j'ai pris, comme je vous dis, toujours du plaisir d'analyser des athlètes comme ça. Ils ont plus des particularités, ils sont différents. Je vous rappelle qu'il y a l'analyse de Baki sur la chaîne. Baki, c'est différent parce que je l'ai entraîné. Donc je vous ai mis des vidéos où il est en train de se préparer. Donc je peux vous témoigner de ce que j'ai pu observer. Mais Cédric, sans l'avoir entraîné et des échos que j'ai pu en avoir, on m'en a dit que du bien également. Merci à tous les amis et on se retrouve demain comme d'habitude.